Dans le cadre de cette vidéo, je tiens tout particulièrement à remercier Nexter, société de KNDS, pour l'aide qu'ils m'ont apportée dans sa réalisation. J'ai eu l'occasion de me rendre sur leur site à Satori afin d'y découvrir le Griffon par moi-même, tout en échangeant à son propos avec des concepteurs du véhicule. Cette collaboration va me permettre de vous apporter des informations d'une extrême fiabilité, chose à laquelle je tiens tout particulièrement. Parenthèse à part, abordons notre bête mythique. Nouvel emblème des forces armées françaises, nous allons aujourd'hui aborder un véhicule qui va s'inscrire dans l'histoire des prochaines décennies. Remplaçant du légendaire VAB, la tâche ne sera pas aisée et les attentes importantes. D'appellation technique véhicule blindé multirôle, je parle bien sûr du VBMR Griffon. Tout commence en 2005 lors des premières études autour du programme Scorpion. L'objectif est de moderniser de fond en comble l'armée de terre française en la faisant passer au XXIe siècle, notamment à travers le renouvellement de ses capacités de combat de contact, mais également l'apport de nouvelles plateformes, d'un système d'information du combat unique, d'infovalorisation et du combat collaboratif connecté. Je ne vais pas détailler le programme en lui-même puisqu'une future vidéo y sera consacrée. Pour résumer, les études à partir de 2005 concernent principalement des travaux d'analyse fonctionnelle et d'analyse des coûts afin d'anticiper les besoins ainsi que les dépenses pour les décennies à venir. Une fois la phase d'étude terminée, la phase d'élaboration peut commencer. Débutée en 2010, elle a pour objectif de finaliser l'architecture du programme Scorpion, valider les choix techniques des différents constituants, opérer les choix industriels et préparer les différents contrats. Pour faire simple, c'est en quelque sorte la phase de mise en place du programme. Cette phase s'achèvera à partir de fin 2014 avec le lancement officiel du programme Scorpion. Voilà pour le contexte. L'histoire du Griffon ne commence vraiment qu'à partir de fin 2009, lorsque les industriels de la défense, tels que Nexter devenu KNDS et Renault Truck Défense devenu Arcus, se voient consulter dans le cadre de la mise en place du programme Scorpion. L'objectif de cette consultation est d'aider la DGA à définir la future spécification technique de besoin, ou STB, du VBMR. Pour y parvenir, on réalisera l'étude de 3 concepts de véhicules différents, des études d'effet de seuil et la réalisation d'un démonstrateur choisi par la DGA à partir des 3 concepts étudiés. La consultation va également leur permettre de s'organiser et de préparer leurs futures possibles implications. Afin de mettre en avant son savoir-faire dans le domaine, Nexter, société de KNDS, présente en 2010 le Nexter XP2, véhicule très peu connu et considéré par beaucoup comme un mini VBCI. Ce démonstrateur technologique avait 2 objectifs. Le premier, de démontrer que l'entreprise dispose de l'ensemble des compétences nécessaires à la participation au programme EBMR. En pratique, Nexter avait déjà réalisé les Leclerc, VBCI et Aravis. Sa capacité n'était pas en doute. Il s'agissait simplement de comparer des approches différentes pour être sûr de choisir le meilleur concept. Le second objectif était de définir et tester de nouvelles solutions technologiques, aujourd'hui mises en œuvre sur les véhicules du programme Scorpion. Bien qu'étant un réel tour de force technologique, l'XP2 n'avait pas pour but de devenir le VBMR, mais seulement d'y contribuer. Il est ce qu'on appelle dans le milieu, comme dans l'automobile, un concept car. La consultation commença fin 2009, et en juillet 2010, Nexter et Arcus reçoivent un premier contrat T0 de la part de la DGA. Ce contrat exige la mise au point d'un démonstrateur visant à valider les solutions techniques et technologiques qui seront retenues. Les travaux commencent donc au milieu de l'année 2010. Certains éléments de conception sont déjà définis grâce au contrat, comme par exemple l'utilisation d'une plateforme à roues 6x6, une résistance aux mines et IED suite au rétex d'Afghanistan, un espace de vie à bord suffisant pour les fantassins embarqués, ou encore un gabarit routier. C'est autour de ces contraintes imposées que Nexter et Arcus vont chacun construire une architecture qui leur est propre. Pour l'anecdote, Nexter et Arcus avaient réfléchi chacun à 3 concepts, dont un pour Nexter basé sur un châssis Tatra haute mobilité qui donnera le Titus, et un autre pour Arcus qui donnera le VAB Mark III. Les industriels vont chacun mettre au point un véhicule. Sur le plan technique, les 2 véhicules seront relativement proches, la seule différence notoire étant l'architecture driveline. Nexter optant pour une architecture avec une caisse portée dotée de 3 essieux équidistants sur une mobilité à développement propriétaire.
Arcus favorisant davantage une architecture semblable à celle d'un camion, un essieu à l'avant et deux essieux à l'arrière, le tout sur une caisse autoporteuse. Au total, 3 concepts différents vont être étudiés et plus de 11 variantes seront imaginées. La majorité d'entre elles resteront à l'état de plan, l'objectif étant seulement de démontrer la modularité des véhicules à venir ainsi que les différentes architectures possibles. En mai 2011, soit 10 mois après le début des études, des concepts sont retenus chez chaque industriel. Le choix des concepts ayant été effectué, la seconde phase d'ingénierie va pouvoir commencer avec la réalisation de la tranche dite conditionnelle. Tranche qui va voir la création des premiers démonstrateurs de mobilité réelle. Petite minute de culture générale. Quelle est la différence entre un démonstrateur et un prototype ? Un démonstrateur a pour objectif de mesurer des performances proposées par un industriel. Il n'a pas vocation à être produit. Un prototype sert à démontrer que les performances demandées, dans notre cas par la DGA, sont bien atteintes. Il a vocation à être produit avec un minimum de modifications, les performances attendues étant parfois figées, parfois non. Aux alentours de septembre 2012, les 2 démonstrateurs seront remis à la DGA pour effectuer des tests en tout genre, tout particulièrement des tests de mobilité afin de comparer les 2 architectures. Il va falloir attendre 2 ans et fin 2014 pour que la DGA affine son besoin en fonction des retours des essais réalisés sur chaque véhicule. Les véhicules ayant effectué plusieurs milliers de kilomètres chacun, ainsi que de multiples essais en tout genre, protection, ergonomie, etc. Finalement, le Griffon ne s'orientera sur aucun des 2 véhicules développés, mais retiendra des concepts chez chaque industriel. La DGA ayant opté pour une mobilité et un tourello Arcus, ainsi qu'une structure blindée aménagée Nexter. L'ensemble de l'architecture cinématique sera conçu par Arcus, appuyé par le bureau d'études Volvo en soutien. De même pour les tourellos téléopérés avec l'aide de Panhard via la firme Hornet. La définition des variantes sera confiée à Nexter ainsi que l'assemblage final et l'intégration du véhicule. Pour l'aspect vétronique, chaque cotraitant conçoit la vétronique de ses fonctions. Par exemple Arcus, mobilité et tourello, Nexter, fonction NRBC, ventilation, ouvrant, etc. Enfin, Thales se voit en charge de l'ensemble de la vétronique Scorpion, notamment tout ce qui touche à la communication. Le 5 juin 2014, le programme Scorpion est officiellement lancé en grande pompe par l'ancien ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Seulement, les industriels n'ont pas attendu cette date pour commencer les travaux. Afin d'être en mesure de répondre à l'appel d'offres, a été créé le GME Scorpion pour Groupement Momentané d'Entreprises Scorpion. Pour faire simple, un GME est selon la définition, un accord momentané entre plusieurs entreprises pour élaborer une offre commune en réponse à un marché, ce qui est le cas ici. 2 ans vont passer et lors du salon Eurosatori de 2016 est présentée la maquette du futur Griffon. L'idée est déjà là et le design global est très proche de la version que l'on connaît aujourd'hui. A partir de là, tout va s'enchaîner très vite. En avril 2017, la DGA notifie aux industriels la commande des 319 premiers Griffons à livrer sur 3 ans. Dès la réception des premiers exemplaires, ceux-ci vont effectuer de nombreuses batteries de tests, dans le but de qualifier les véhicules et donc d'autoriser leur livraison aux forces. En juin de la même année, la Belgique annonce par la voix de son ministre de la Défense qu'elle sélectionne le programme français Scorpion pour le remplacement de la capacité motorisée de la composante terre de son armée. Ce choix, de la part de la Belgique, va donner naissance au programme Capacité motorisée ou CAMO. Cet accord intergouvernemental sera entériné l'année suivante par le Premier ministre belge Charles Michel. En juin 2019, la première variante de Griffon, VTT Félin, est qualifiée par la DGA, qui autorise donc sa mise en service au sein des forces à partir du 1er juillet 2019. 3 jours plus tard, le 4 juillet, les 6 premiers Griffons sont livrés à l'armée de terre en présence de la ministre de la Défense de l'époque, Florence Parly, et du chef d'état-major de l'armée de terre, le général Jean-Pierre Bosset. Il est important de noter que l'ensemble des livraisons en lien avec le programme Scorpion est régi par la loi de programmation militaire, ou LPM 2019-2025 et plus récemment LPM 2024-2030. La quantité de chaque type livré chaque année y est inscrite. La France peut par ailleurs se vanter d'avoir des industriels extrêmement compétents à ce niveau, puisque malgré la pandémie de Covid-19 et les différentes crises traversées, les livraisons de matériel n'ont jamais été retardées et ce depuis le début des livraisons. La qualification de la première version VTT sera suivie de nombreuses autres versions qui rentreront en service dans les mois/années suivantes.
Avec les versions VTT missiles moyenne portée, poste de commandement PC, artillerie de campagne, héli, sanitaire, véhicules d'observation d'artillerie, génie, MEPAC, etc. Connaître l'histoire du Griffon, c'est bien, mais que vaut-il sur le plan technique et technologique? Pour y répondre simplement, le Griffon est un véritable saut dans le temps vis-à-vis de son prédécesseur qu'est le VAB. Électronique, mécanique, protection, ergonomie, tout y est pensé pour être à la fois confortable pour l'équipage et efficace sur le terrain. Doté d'un moteur Renault de 400 chevaux, couplé à une boîte de vitesse automatique, il dispose de 6 roues motrices réparties sur 3 trains roulants indépendants. Cette architecture permet une grande mobilité tactique sur le terrain et vient solutionner les problèmes que pouvait rencontrer le VAB avec sa composition 4x4. Couplé à un système de variation de pression de gonflage des pneumatiques Siegon, un train avant et arrière directeur, un système de roulage à plat et une architecture électronique de gestion de la transmission et du moteur dernier cri, le Griffon est un vrai baroudeur à qui rien ne résiste. Et quand bien même celui-ci viendrait à rencontrer une difficulté mécanique, la dépose du GMP, ou groupe motopropulseur, ne prendrait que 4 heures. Enfin, sa grande autonomie, 800 km dans un réservoir de 400 litres situé à l'avant gauche du véhicule, lui offre la possibilité d'effectuer de longues missions sans la nécessité de se réapprovisionner. Qui plus est, cette autonomie se verra encore davantage renforcée dans un futur proche avec l'apparition de l'hybridation électrique proposée par Arcus. Hybridation en cours de discussion au sein du GME Scorpion. Seulement, pour effectuer de longues missions, il faut pouvoir assurer le confort de l'équipage présent dans le véhicule. Et pour cela, j'en arrive au point des dimensions de ce dernier si souvent critiqué. Pour de nombreuses personnes, le Griffon est un véhicule trop gros, trop haut, bref, trop volumineux. Pour répondre à ces remarques, il est important de savoir dans un premier temps que ces dimensions n'ont pas été choisies par les industriels, mais spécifiées par la DGA dans le contrat initial. L'emport d'un pilote, d'un chef tactique, d'un chef tireur et jusqu'à 8 fantassins nécessite de disposer d'un véhicule relativement important en termes de taille. Je pense que n'importe quel militaire ayant vécu sa meilleure vie en VAB dans le désert sous 40 degrés pendant plusieurs heures a rêvé à ce moment-là d'une bonne climatisation. Ce genre de problème a été un élément déterminant dans la conception du Griffon. Le fait de pouvoir étendre ses jambes, de ne pas subir les contraintes climatiques extérieures et de se reposer dans un confort relatif pendant plusieurs heures va permettre aux soldats d'être dans des conditions optimales lors du débarquement et de la possible rencontre avec l'adversaire. L'objectif étant de faire en sorte que l'état physique et mental du soldat soit à son maximum. La mission de ce véhicule étant de déposer sur le champ de bataille un groupe de combat en pleine santé, informé, équipé, ravitaillé et reposé. Dans un second temps, le Griffon dispose effectivement d'une hauteur conséquente de 2,7 mètres sans tourello. Seulement, une telle hauteur n'est pas si anormale comme beaucoup voudraient le faire croire. Les MRAP américains ou l'Avanglais sont proches de telles dimensions. Les nouvelles conceptions de transporteurs de troupes étant de plus en plus loin du sol pour limiter les risques face aux mines et IED. Tiens, parlons-en des mines et IED. Le Griffon est au moment où on parle un des systèmes les plus performants au monde en termes de survivabilité à ce niveau-là. La définition de la structure blindée du véhicule, sa hauteur qui résulte de la technologie du train de roulement et de la garde au sol spécifiée, la fixation des sièges au niveau des parois et le brouilleur anti-IE des barrages permettent d'assurer un niveau de protection pour l'équipage jusque-là inégalé. Alors certes, certains continueront de dire que la hauteur pose un problème. Je vous pose donc la question suivante. Au vu du conflit actuel en Ukraine, préférez-vous être proche d'un sol truffé de mines capable de vous faire détonner à tout moment, ou gagner 50 cm sur la hauteur de votre véhicule et augmenter vos chances de survie? Encore une fois, tout est une question de compromis. Une protection optimale contre les mines et IED n'est pas compatible avec un véhicule proche du sol. Enfin, sur le plan balistique et vétronique, le Griffon représente encore une fois une évolution flagrante. Bon, le mieux reste quand même d'éviter d'être touché. Pour cela, le Griffon peut compter sur un capteur acoustique Pilar 5 de Metravib, ce dernier permettant de détecter les départs de tir autour du véhicule. Il peut aussi compter sur l'Antares de Thales, ce dernier jouant le rôle d'observateur à 360 degrés, de jour comme de nuit, mais aussi de détecteur d'alerte laser, fonctionnant de pair avec les tubes lance-fumigènes Galix présents sur le Tourello Hornet. Cette combinaison offrant une protection soft kill au véhicule. Un kit Cols ou kit d'observation latérale est également installable, permettant de connaître la situation proche autour du véhicule à 360 degrés au moment du débarquement des troupes.
L'interconnectivité et l'infovalorisation sont assurées par une radio contact Thales, élément clé du programme Scorpion. Toute cette électronique, mais aussi la climatisation, la protection NRBC ou les dispositifs de rechargement pour les kits félins des fantassins seront alimentés en électricité par des batteries situées à l'avant droit du véhicule. Jusque-là, je n'ai parlé que du Griffon VTT félin. Seulement, ce qui fait et va continuer de faire la force du Griffon dans les années à venir, c'est sa polyvalence. Je rappelle que le Griffon vise à remplacer le VAB, et Dieu sait combien de versions de VAB il existe. Un des avantages du Griffon, c'est qu'une version peut techniquement en devenir une autre. Un Griffon VTT félin peut, avec quelques adaptations d'aménagement, devenir un Griffon VTT MMP. Les possibilités avec ce genre de véhicule sont à l'image de ce qu'elles étaient avec le VAB, pratiquement infinies. Des possibilités que nous aborderons lors d'une prochaine vidéo. Au moment où nous parlons, le Griffon est en passe d'acquérir une certaine maturité, notamment grâce aux OPEX en Afrique, mais aussi à sa projection en Europe de l'Est dans le cadre des mesures de réassurance de l'OTAN. Les retours des armées à son propos étant très positifs, avec une maintenance simple, une large capacité d'emport et un confort dont il va devenir difficile de se passer pour ses utilisateurs. Reste à savoir si celui-ci sera en mesure de gagner leur cœur comme l'a fait un certain véhicule de l'avant blindé à son époque.